Dans le système dans lequel on est actuellement, on n'est pas assez, nous les hommes. Hein. C'est comme si on n'était pas bien dans nos bottes. Toute cette force que l'on devrait mettre pour pouvoir se construire, développer nos vies, trouver notre place dans un système, il y a beaucoup de cette force-là qui est à beaucoup de frustration se déverse sur les femmes. Hey, je me bats pour ma famille, je respecte ma mère plus que tout, j'ai toujours été là pour les femmes. Comment je peux endosser le fait d'avoir à entendre « ouais, t'es dangereux, ouais, tu peux me tuer ». Pour moi, le plus gros des féminicides ne sont pas prémédités. Un homme, il a besoin d'être validé dans ce schéma-là. Quand tu regardes les grands cadres, souvent c'est des hommes. Le sexe, c'est l'énergie la plus puissante de ton corps en fait. Là où tu décides de diriger cette énergie, tu peux t'élever ou tu peux te diminuer. Si tu décides de jeter dans la pornographie, je pense que ça peut avoir un impact dans ta construction de vie. Cette dimension de conquête, elle est vraie, que ce soit sur le plan politique comme sur le plan de la société civile. Can we talk? Ladies and gentlemen, welcome to Can We Talk? Votre podcast qui est fait pour que l'on puisse échanger librement. On l'a créé parce qu'il y en avait marre d'être censuré sur les réseaux sociaux, etc. On voulait un endroit où on puisse dire ce qu'on veut, où on veut, quand on le veut, de la façon dont on le veut. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Can We Talk avec le frangin Mr. Tracy Enzo. Suivez-le sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Suivez-nous, effectivement. Est-ce qu'on peut dire liker, commenter? Liker, commenter. Bon, on n'a toujours pas passé les 10 000. Je pense qu'il faut qu'on arrête de demander ça. De toute façon, j'ai remarqué un truc. Quand tu veux trop quelque chose, parfois, ça vient pas. Clairement, tu vois. clairement. Et au moment où tu commences à délaisser la chose, c'est là que ça vient. Clairement. Un peu comme PSG qui gagne la Ligue des Champions. Ah. Première année où... Première année où je calcule plus trop vraiment le foot. C'est là que tout rentre. C'est maintenant qui gagne. Ça en dit long sur beaucoup de choses. Effectivement. En tout cas, content, frérot. Yep. On a eu une petite conversation là juste avant. Ouais, le business. Mais content d'avoir à partager ce petit moment avec toi, mais également avec nos auditeurs, nos followers. Exact. Nos viewers. Et donc voilà. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Tu sais que j'étais vraiment dans ce mood-là. T'étais chaud? Est-ce que tu veux attaquer? Vas-y, attaque. Ah, moi j'attaque? Ouais. Ok. Je sais pas, est-ce que t'as entendu parler, Frangin, de l'affaire Nathalie Debailly? Pas du tout. Debailly, ou je sais pas si on dit Debailly ou Debailly. En fait, c'est une affaire qui a explosé parce que c'est une femme qui a été victime de féminicide. Et en gros, l'État français a été condamné pour faute lourde après le ou je sais même pas si YouTube ne va pas nous sanctionner par rapport à ce mot. Je sais pas. Monsieur, jusqu'à je casse le micro. Monsieur Cédric, tu biperas si besoin. Hein. Je regarde cette caméra alors qu'on est là. Bref, donc l'État français a été condamné pour faute lourde après le meurtre de Nathalie Debailly, enlevée et tuée par son ex-conjoint en 2019. Elle avait déposé 3 mains courantes et une plainte contre lui qui n'avait pas été traitée. Selon l'avocate de la famille, l'État doit verser 27 000 € à la famille. Et l'information, c'est qu'en 2024, donc l'année passée, il y a eu 137 féminicides. Et en fait, je te parle de ça parce que dernièrement, j'ai eu une forme de... je vais pas dire de révélation, mais en tout cas de questionnement assez profonde sur l'argumentation qui est tenue par pas mal de femmes, notamment sur les réseaux sociaux, qui pointe du doigt la dangerosité de l'homme. En disant, tu sais, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps où la meuf, en gros, elle disait, ouais, les mecs, notamment les masculinistes, les mecs crête-piles, ils passent leur temps à dire, ouais, les femmes, elles se plaignent, mais dès qu'elles ont besoin de protection, qui les protège? Elles sont là. Nous, si jamais on n'était pas, inclus dans notre masculinité, elles auraient besoin de nous pour les protéger. Et la meuf, elle dit, ce discours-là, il me fait tellement rire parce qu'il y a qu'une seule question qui demeure. On devrait, du coup, se protéger de qui? Et là, je t'avoue, frérot, que, en fait, je me suis assis, j'ai mis ma main sur le menton et j'ai commencé à réfléchir, tu vois. Et en l'occurrence, tu vois, le genre de cas comme celui de Nathalie, ils sont de plus en plus nombreux et dans 99% des cas, dans 95% des cas, dans 90% des cas, ils sont perpétrés par des hommes. Et du coup, moi déjà, je voulais savoir de ton côté, est-ce que toi, tu partages l'avis du coup de cette femme qui dit que, ces femmes qui disent que l'homme est dangereux et
quelle est ton approche sur le discours ambiant et la communication autour de cette dangerosité, j'ai du mal ce matin, de l'homme, et le fait que on mette en avant ces féminicides de façon permanente. Déjà, elle a raison. On est dangereux par rapport au fait qu'on a plus de force que la femme et qu'on a peut-être plus de testostérone et plus de choses qui font qu'on va avoir beaucoup plus tendance à utiliser notre force physique pour obtenir ce que l'on veut. Tu vois, donc elle a totalement raison. L'homme est dangereux par rapport à la femme et même quand un homme cherche à protéger sa femme, généralement c'est les autres dangers. Viennent souvent d'autres hommes. Donc elle a 100% raison à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça pousse à se poser des questions parce que pourquoi est-ce que nous on se comporte de cette façon-là? Enfin, comment dire? En fait, à la fois, je suis d'accord avec le discours, je suis pour la sensibilisation du fait qu'il y a des féminicides et que ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler, tu vois, parce que je pense que dans le système dans lequel on est actuellement, on n'est pas assez, nous les hommes, c'est comme si on n'était pas bien dans nos bottes, tu vois. Et toute cette force que l'on devrait mettre pour pouvoir se construire, développer nos vies, trouver notre place dans un système, il y a beaucoup de cette force-là qui, liée à beaucoup de frustration, se déverse sur les femmes. Parfois la frustration d'être célibataire, parfois le fait d'être en couple mais avoir la sensation de ne pas être respecté et considéré en tant qu'homme chez soi. Et je pense que c'est lié à ce dont on parlait la semaine dernière, le fait que le système a un peu pris la place de l'homme. Tu sais, t'as parlé du système qui jouait le rôle de père, t'avais utilisé un mot bien précis pour ça. L'état providentiel. Exactement. Mais ça remplace le rôle de l'homme, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont égarés et qui ne savent plus réellement ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir se sentir pleinement homme, tu vois. Donc ça laisse place à pas mal d'abus. Le fait aussi que les femmes n'ont plus besoin des hommes pour pouvoir être sécurisées quelque part, parce que à la base, l'homme effectivement défendait la femme mais contre les menaces extérieures, et avant les menaces extérieures, c'était pas forcément les autres hommes, mais c'était je sais pas, une bête féroce, les vrais dangers de la nature, tu vois. Profondément, c'était pour ça qu'on était plus fort et qu'on était là pour protéger nos femmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette force-là n'est plus forcément autant utile, et effectivement, ça laisse place à tous ces décalages que l'on voit. Donc ça, c'est une réalité, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas forcément facile en tant qu'homme de trouver sa place et de savoir comment faire au milieu de toute cette actualité. C'est vrai que parfois on peut être assez désorienté. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, de prime abord, quand ça a commencé à pop, tu vois, de façon très importante sur les réseaux sociaux, avec notamment l'avènement du mouvement MeToo, au départ, je me suis braqué. Je dis la vérité. Et pourquoi? Parce que je pense que comme beaucoup de personnes, qu'on soit homme ou femme, quand on entend parler de faits désagréables, tu vois, concernant un genre, en fait, on rapporte la chose à soi. Et je me suis jamais senti dangereux pour une femme. Jamais. Ah bon? Je ne me suis jamais senti dangereux pour une femme. Ok. Je me suis déjà senti dangereux, moi. Dans quel cadre? Dans le cadre où tu t'embrouilles avec ta femme et que t'as ton cerveau qui commence à chauffer, tu vois. Ouais, mais en fait, tant que tu fais rien, tu fais rien. Mais on sait pas, tu vois. À un moment donné, imagine ça chauffe et t'as envie de pousser, ou tu sais, ce sont des choses qui peuvent venir vite. Mais même chez les femmes, tu vois. Oui, mais sauf que nous, on est dangereux à ce moment-là, dans le cas où. Ouais, d'accord. Alors, enfin, dans tous les cas, moi, je sais que je me suis déjà embrouillé, tu vois, dans le cadre. Et ton cerveau, il a jamais chauffé. Tu m'as déjà dit. T'as dû courir. Non, mais c'est ça en fait que je veux dire, c'est que quand je dis je me suis jamais senti dangereux pour une femme, c'est que j'ai toujours travaillé à la maîtrise. Ouais. Et du coup, c'est intéressant comme ce que tu dis, parce que il faut pouvoir parler. Moi, c'est une question que j'avais aussi en tête sur cette dimension des féminicides, mais je vais en parler après. Mais déjà, dans un premier temps, donc je te le disais, moi, ça m'énervait parce que je ne me suis jamais senti dangereux pour une femme. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée face à une femme. En fait, pour moi, il y a voilà. Personnellement, je me suis déjà senti dangereux. Je n'ai jamais été dangereux. Tu comprends?
parce que j'ai réussi à me contrôler. Mais quand tu contrôles et que tu résistes, ça veut dire que tu sens que tu peux représenter un danger. Ok. C'est comme si t'as un gun dans la main, c'est pas parce que tu pointes ton gun vers la personne que t'es pas dangereux. Parce Non, mais que un coup de chaud en plus et une perte de contrôle et bam, la personne, elle peut mourir, tu vois. J'entends après, t'as vu, là, on parle de féminicide. Et, pour moi, il y a les violences faites aux femmes, qui sont horribles, condamnables, etc. Et t'as les féminicides, tu vois. Là, je te parlais de ce cas-là parce que c'est un féminicide. Et moi, ce que j'étais... Et pour toi, c'est quoi la différence, entre les deux? Dans un cas, tu tapes la femme, et dans l'autre cas, tu la tues. Parce que tu peux tuer ta femme en lui tapant dessus. Oui, mais en fait, il y a deux choses. C'est frapper ta femme et la tuer. La manière dont tu peux la tuer, t'as plusieurs manières de tuer quelqu'un, tu vois. Mais t'as des femmes dites battues et t'as des femmes malheureusement qui meurent, tu vois. Oui. Donc dans le cas du décès, on va parler de féminicide, et dans le cas où la personne a eu des coups, on va parler de violence, ouais. tu vois. Ouais. Donc moi, ce que je parlais du féminicide en expliquant que je ne me suis jamais senti dangereux pour une femme, tu vois. Et d'accord, mais si tu me dis ça, c'est pour me dire que c'est une différence à faire avec le fait d'être violent avec sa femme. Ouais, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand étaient pointés ces discours pour expliquer que l'homme est dangereux, l'homme est terrifiant, l'homme tue des femmes, moi, en fait, quelque part, ça me révoltait parce que je rapportais ça à moi et je me disais, mais je n'ai jamais eu l'intention de tuer personne, aucune femme, ou de me montrer dangereux en soi. Mais tu sais, pour moi, le plus gros des féminicides n'ont pas été, ne sont pas prémédités. Et j'en connais, tu vois, j'en connais dans mon entourage deux. Tu vois, dans mon entourage, j'ai eu 2 féminicides. Ce sont pas des personnes qui ont prémédité. Tu vois. Donc ça veut dire que si la personne n'avait pas été morte, ça aurait été dans la catégorie violence sur une femme. Ouais. Parce que ce sont pas des personnes qui ont prévu de tuer leur femme. Ça a été des Sancho où ils sont allés tellement loin sur un coup ou sur un truc que d'accord, mais dans tous les cas, en tout cas, ça change pas le problème ou le propos. Tu vois, Non, mais j'aimerais savoir du coup, parce que tu dis que tu ne t'es pas senti dangereux. Mais ouais. Non, mais dis-moi. Bah, tu dis que tu ne te sens pas dangereux, mais dès lors que ton truc chauffe et que tu sens que tu dois partir ou que c'est que t'es potentiellement dangereux. En fait, entre le fait d'être potentiellement dangereux, effectivement, et le fait d'être dangereux, pour moi, il y a un océan, en fait. Ok. La personne dangereuse, c'est celle qui rentre dans le rapport physique. Ok. Elle est là, la personne dangereuse. C'est vrai que c'est un curseur. Et pour te moi, dire, le danger, je le place avant, mais ok. et pour te dire même, ouais, voilà, tu vois, après mais pour te dire même à quel point ce que je pense est vrai, c'est que je pense que quand tu rentres même dans de la violence verbale, là, tu commences à mettre le pied, en fait. Dans la dangerosité. Dans la dangerosité. Tu comprends? Et au travers de cette violence verbale, parce que ça commence par la violence verbale, pour finir vers la violence physique, tu vois. Donc, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai toujours essayé, tu vois, dans le meilleur, je dis pas que je suis parfait, je dis que j'ai toujours essayé, dans le meilleur des cas, tu vois, de me contrôler dans ces situations-là, trop conscient des répercussions possibles, tu vois. Et donc, en fait, mon propos, c'était du coup de dire que, au départ, quand j'entends ça, je le prends pour moi et ça ne me plaît pas. Parce que je rapporte la chose à moi. Ce qui est la mauvaise façon de faire. En fait, je ne suis pas les hommes, tu vois. Et il y a une réalité. Cette réalité, c'est que tu as des familles, des femmes qui sont sous terre, sous le coup de certains hommes. Bien sûr. Tu vois. Et je pense qu'il faut pouvoir l'entendre, ça. Il faut pouvoir l'entendre, déjà personnellement, en se disant que si demain ou après-demain, je vais me retrouver dans une situation où mon cerveau échauffe, quoi qu'il arrive, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir de là. Et effectivement, j'ai déjà partagé avec toi que moi, j'ai déjà tapé. Je suis sûr, Frangin, que sur cette période-là, sur ce moment-là, je vais plus vite que Usain Bolt. Je le bats au 100 mètres pour sûr, mec. Ah, faut pas. Je le tape. Tu vois, ça m'est déjà arrivé effectivement de sortir de chez moi, tu vois, pour éviter quelques situations possibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, toi comme moi, on est des pères de famille. Ça veut dire que dans la transmission qu'on a à faire à nos garçons, de leur dire, fais attention. Tu sais, j'avais entendu
une interview, je me suis dit waouh, parce que je le faisais moi aussi, de Francis Ngannou, qui disait, vous savez, c'est comme ça, Dieu il m'a créé avec ce corps, avec cette masse musculaire, et j'ai beaucoup trop conscience de l'apparence quelque peu, je dis de gros guillemets, terrifiante que je peux avoir, notamment pour certaines femmes. Et donc il expliquait que plusieurs fois il lui est arrivé, notamment la nuit, qu'en étant sur le même trottoir qu'une femme, que de lui-même, il décide de changer de trottoir pour qu'elle se sente sécure, en fait. Bah, frérot, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah ouais? Ouais, dans certaines situations, tu vois, de m'écarter ou de m'esquiver pour laisser, tu vois, la personne se sentir bien, tu vois, parce que je peux entendre le caractère, même si c'est triste, tu vois, j'ai rien à me reprocher, mais je peux entendre le caractère, on va dire, terrifiant que ça peut être pour une femme à 23h, 1h, 2h du matin de croiser un homme d'une certaine stature passer à côté d'elle, tu vois. Donc, au départ, je le prends mal et ensuite, je commence à comprendre et je commence à entendre et je me pose la vraie question. L'homme est donc véritablement dangereux. Oui. Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour que on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française. Bien sûr. Sinon, on vivrait dans un monde plein d'amour, avec que de la paix et aucun danger. Non, mais au-delà de l'amour, moi, je te parle de son rapport à la femme. Aujourd'hui, l'homme est dangereux. En fait, dire que l'homme est dangereux, ça voudrait dire que tous les hommes sont dangereux. Mais c'est ça, moi, tu vois, là, tu rentres dans le sujet que je veux aborder. C'est là, en fait, à un moment donné où tu te dis, mais attends, je me bats pour ma famille, je respecte ma mère plus que tout, j'ai toujours été là pour les femmes. Comment je peux endosser le fait d'avoir à entendre, ouais, t'es dangereux, ouais, tu peux me tuer. Non, on peut pas dire ça. Ben voilà. De toute façon, on vit dans un monde de nuances, donc il faut savoir nuancer les choses. L'homme peut être dangereux, tu vois. Il y a une chose, en revanche, que je pense que l'on se doit d'assumer en tant qu'homme, c'est qu'il faut arrêter de se cacher derrière ouais, mais elle me parle mal, tu vois. C'est elle qui appuie sur le bouton, c'est elle qui provoque les choses. En tant qu'homme, on a la responsabilité. Même si... Non mais on sait très bien une femme, elle a la langue tranchante. Si à un moment donné elle veut t'éteindre avec sa langue, elle va réussir à le faire et elle va te repousser dans tes démons les plus profonds. Mais c'est à nous, en tant qu'hommes, de savoir comment réagir à ce moment-là. Ça veut dire, si tu sais que tu ne supportes pas, casse-toi! Barre-toi! Clairement. Mais genre, barre-toi pour de vrai. Même si ça doit être 3 jours, une semaine. Barre. 20 ans. Même si elle te dit non, reste, barre. Clairement. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Pour moi, la puissance, c'est le contrôle. Si tu sens qu'à un moment donné, tu perds le contrôle, pars. Clairement. Parce que on sait à quel point ça peut être compliqué dans des périodes de dispute. Et si ce sont des choses qui reviennent, arrête de te dire ouais, mais j'aime cette personne, parce que c'est dramatique. Bien sûr. Une fois que t'es passé de l'autre côté, c'est dramatique. Bien sûr. Moi, je pense que le vrai problème tient à la nuance de discours, parce que t'as des dizaines, des centaines de milliers d'hommes en fait qui n'ont pas envie d'entendre qu'ils sont dangereux. Parce qu'encore une fois... Je te dis 2, j'ai même 3 féminicides autour de moi que je connais. Tu vois? C'est dingue. Comme quoi, c'est une réalité, tu vois? C'est chaud. Comme quoi, c'est une réalité. Mais je pense que ce qu'il nous faut, c'est avoir à entendre que ça existe. Et c'est important de le dire aussi, tu vois? Que tout le monde, homme comme femme, puisse entendre la responsabilité potentielle que peut être la leur dans ce genre de drame. Parce qu'on se focus sur la finalité, qui est horrible, condamnable, il y a même pas à discuter là-dessus, tu vois. Mais moi, de mon propos,
et c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes, la violence commence par la dimension verbale. Si on sait que dans une grande majorité des cas, la femme a le pouvoir alloué à ce qu'elle a dans la bouche, c'est-à-dire sa langue, l'homme, il a la force. Et donc, quand les deux décident de s'entremêler, ça peut mener à des situations catastrophiques. Donc, madame doit savoir comment s'adresser à son homme dans toute situation, comme monsieur doit savoir, mais plus que mettre sa force dans la poche, quand il se sent à court d'arguments dans certaines situations. Et tu sais quoi, avant même une parole, je trouve que c'est même une posture, tu vois. Parfois, tu peux ne rien dire. Si tu décides d'avoir une posture et de provoquer la personne de par la façon dont tu lui parles, de par la façon dont tu la regardes, t'es déjà dans quelque chose. En fait, c'est une intention pour moi, tu vois. La violence démarre d'une intention. Dès lors que tu décides de confronter et d'aller dans un ping-pong, tu commences potentiellement un jeu dangereux. Après, un couple sans prise de tête, ça n'existe pas, mais apprenons à nous écouter, à respecter le fait que la personne ne soit pas d'accord avec nous. Le but, c'est pas de faire en sorte que la personne soit à tout prix d'accord avec moi, mais c'est juste qu'on puisse s'entendre, se comprendre. Peut-être qu'à la fin de la conversation, on sera pas d'accord. C'est pas grave. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse se comprendre et trouver des solutions pour pouvoir s'accorder. Et même, j'ai envie de te dire, 3 meilleurs conseils en cas de dispute. On n'est pas dans le monde des bisounours et donc la dispute peut arriver. Mesdames, ne rentrez jamais dans le délire de mettre vos mains où que ce soit sur un homme. Ne rentrez jamais là-dedans. Et je le dis parce que il faut pouvoir dénoncer ça aussi. Et tu sais quoi, frérot, on est en train de parler de ça et peut-être qu'on va se faire tirer dessus, encore une fois, parce qu'on est 2 hommes. Viens, on fait une émission où on invite 2 femmes pour parler de ça. Parce que c'est important, tu vois, qu'elles puissent avoir, qu'on puisse avoir leur point de vue, qu'on puisse leur dire également ce qu'on peut ressentir dans certaines situations. Je pense que ce serait super intéressant parce qu'on vient de parler d'éducation. Bah, on a une plateforme, utilisons-la pour pouvoir diffuser ce genre de message. Parce que frérot, et toi et moi, quand les caméras sont éteintes, et ça nous est déjà arrivé de parler. Il faut qu'on puisse, tu vois, sincèrement parler de ça. Mesdames, ne nous touchez jamais. Nous, on n'a pas à vous toucher, mais ne partez pas du principe que parce que vous êtes nos femmes, en fait, tout vous est permis, que ce soit dans la dimension verbale ou que ce soit dans la dimension physique avec les mains. C'est superbement dangereux. Moi, le red flag, il est à l'insulte. L'insulte et donc l'étape d'après, c'est les mains, parce que je pense aussi que parfois, tu as certaines femmes qui, dans ce cadre de confiance accumulé à la colère, se pensent potentiellement capables de tout. Le problème, c'est que quand le drame arrive, la seule, unique personne responsable, c'est l'homme, en commençant par lui-même. Je parle d'un homme équilibré, d'accord? Je ne parle pas des autres. Un homme équilibré va se condamner en premier sur ce qu'il a fait. Et il n'y a rien de pire que ça, que de ne pas être en capacité de dépasser un acte immonde, tu vois, sur le plan personnel. Et après, toi, te condamner tout seul, c'est la famille, donc la famille de la dame, de la femme, ta famille. En fait, ton monde, il est terminé, en fait. C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, t'as adressé un message aux femmes, moi j'ai un message à adresser aux hommes, et il me vient de la capoeira, tu vois. En fait, la capoeira, c'est un truc qui est vraiment construit autour de la matrice africaine. Donc, à chaque fin de séance, ton maître, il te fait une morale, tu vois, ou qui est liée à des choses liées à des comportements ou à des sujets, etc. Et à un moment donné, il nous dit que l'histoire de la capoeira, en fait, c'est l'histoire d'un peuple opprimé, tu vois, contre un oppresseur. Mais c'est avant tout l'histoire d'un peuple opprimé qui, à force de recevoir de la violence, s'est réfracté, jusqu'au moment où il pouvait plus et bam, tout est sorti. Mais le but d'un mec qui fait de la capoeira, c'est pas de mettre un KO à l'autre, même si c'est une lutte, c'est un art martial. Mais c'est pas de mettre un KO à l'autre, c'est de savoir se défendre. Et je trouve que ça en dit long sur l'intention, tu vois. Je pense que chez les hommes, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est très porté vers la conquête, tu vois. Parce que ça, c'est l'histoire de l'Occident, d'aller conquérir. Et il faut peut-être qu'on se calme aussi à ce niveau-là, tu vois. Par rapport à cet état d'esprit de conquête, de vouloir avoir le dessus, de vouloir avoir le dernier mot, on doit se calmer. La femme, elle a le droit d'avoir sa place, elle a le droit d'avoir son mot à dire. Tous les jours. Et elle a le droit de ne pas être d'accord avec toi. Tu dois pas te sentir remis en question en tant qu'homme, tu vois. Et si tu te fais attaquer, à toi de te contrôler pour respirer, te réfracter. Et à un moment donné,
te défendre, mais à la hauteur, tu vois, te défendre, pas attaquer. Tu vois, je pense que ce sont des notions très importantes. Je suis carrément d'accord. L'idée principale est d'avoir à dire que, tu as vu, je l'ai dit, il y a quelques minutes, les responsabilités sont partagées. Tu ne peux pas, en exerçant une certaine forme de violence, ne pas t'attendre à un retour. Et en même temps, moi, je pose la question de la dangerosité de l'homme. Cette généralisation, cette essentialisation m'est insupportable. Tu vois, on est aujourd'hui quand même dans une société, je parle ici en Occident et notamment en France, où tu vois, t'as des cibles, tu vois. Les musulmans sont une cible, les noirs sont une cible dans une certaine mesure, et les hommes sont une cible aujourd'hui. T'as énormément d'hommes et nous, on est quelque part entre guillemets fait fini, tu vois. Moi, je te parle des jeunes hommes qui ont besoin d'aller voir des formateurs pour savoir comment être un homme. On va pas citer les formateurs, on s'est compris quand on s'est regardé, qui leur expliquent comment être un homme, comment se manifester sa puissance masculine. Tout ça là, pourquoi ? Parce que on a dévoyé la véritable essence de l'homme. Mais elle a été dénaturée aussi. Elle a été dénaturée. Tu sais, ce que j'ai appris, pareil, hein, dans la capoeira. Pour toi, c'est quoi le sentiment ouais. Pour toi, quel est le sentiment qui fait qu'on va attaquer quelqu'un ? C'est quoi la première émotion ? Ça naît de quoi le fait d'attaquer quelqu'un pour toi ? La colère, la frustration, j'aurais dit ça. Tu sais que ce que j'ai appris, c'est que ça vient essentiellement de la peur. Même quand un homme va taper sa femme, ça va être essentiellement motivé par de la peur. Et dans la capoeira, c'est pareil. Quelqu'un qui attaque souvent... C'est qu'il faut que t'expliques ça, parce que... Par exemple, je te l'explique dans la capoeira. Dans la capoeira, celui qui va attaquer en vrai, hein, c'est celui qui aura peur de prendre des coups. Il n'est pas forcément motivé par le fait de mettre un KO au gars, hein, mais il a peur de prendre des coups, donc il attaque, tu vois, pour se prouver. Un homme, souvent, de ce que j'ai observé, il va taper, et pas que sa femme, hein, mais il va taper par peur de se faire dominer. Par peur de perdre le contrôle. Ok. Souvent, en fait, ça arrive dans le cadre des féminicides, hein, ou même des violences faites aux femmes. Ça arrive effectivement quand l'homme se sent diminué. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, la vraie force de la femme... peur d'être dominé, peur de perdre le contrôle, peur de la perdre, peur de ne pas se retrouver. Moi, j'aurais pas forcément dit peur, mais j'entends ce que tu veux dire par là. Moi, j'aurais pas forcément utilisé le mot de peur. Je pense que dans la dimension de domination, il y a un vrai besoin d'exercice de pouvoir et de comment dire, de se sentir supérieur d'une certaine façon. J'ai du mal ce matin. D'une certaine façon à l'autre. Viens, on va plus loin. Pourquoi est-ce que tu veux avoir du pouvoir et te sentir supérieur à l'autre ? Parce que en fait, ce pouvoir et cette sensation de maîtrise sur l'autre nourrit ton ego de façon très importante. Donc pour toi, c'est pour nourrir ton ego. Ok, pourquoi est-ce que tu veux nourrir ton ego ? Tu veux nourrir ton ego parce que regarde, on parle de l'Occident. Aujourd'hui, enfin à l'époque, ce qu'ils mettaient en avant, c'était les empires, ou en tout cas l'empire qu'ils étaient amenés à ériger. Tu regardes l'empire romain, tu regardes, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'était l'idée de dire, je maîtrise et je domine le monde. J'ai pouvoir sur l'ensemble de ces humains-là. Ça, c'est une finalité. À la base, l'Occident, s'il décide d'aller conquérir, c'est parce qu'il est conscient qu'il n'a pas assez de ressources chez lui, et pour ne pas mourir, il va piller chez les autres. Il a peur de manquer. Il voit très bien que ce qu'il y a chez les autres, c'est plus intéressant que ce qu'il y a chez moi. J'ai peu de ressources chez moi, j'ai peur, surtout que au-delà du fait qu'ils ont plus de connaissances que moi, ils sont plus physiques que moi, plus balèzes, j'ai peur. Je vais chez l'autre pour prendre ce qu'il a. Ça peut faire sens, hein. Ça peut faire sens, effectivement. Ça peut faire sens dans le cadre du couple. La peur de perdre le contrôle, le leadership, ou un leadership, ou tu sais, ce truc qui fait qu'on se sent, tu vois, pour moi, il y a un truc qui nous anime les hommes, c'est le sentiment de puissance et de confiance. Bah, quand tu perds ça face à ta femme, ça peut te mettre, ouais. Mais j'entends, il y a une dimension de contrôle
et qui va très loin. Tu vois, t'as un bon nombre de ces féminicides et c'est pour ça que tout à l'heure quand t'as dit, tu sais, moi souvent quand je dis des choses, j'aime bien que ce soit factuel. Je peux parfois dire ce qu'il en est de mon sentiment, mais je pense que c'est important de préciser. Tu vois, quand t'as dit par exemple que pour toi une bonne partie de ces féminicides n'était pas forcément prémédité, moi j'en sais rien. Tu vois, franchement, honnêtement, j'en sais rien. Les 3 que je connais n'ont pas été prémédités. Voilà, dans le cadre de ce que tu connais, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, t'as pas loin de 150 féminicides. Et puis je me suis pas mal renseigné sur la question. Hein, ils le disent. Hein. Généralement, ce sont vraiment des coups de chaud. Bon, dans tous les cas, ce que je voulais exprimer, c'est que dans bon nombre de ces féminicides, pour reprendre la dimension de contrôle, c'est des mecs qui n'ont pas soit supporté d'être écartés. Ouais. Donc de sortir de la femme, de la vie de la femme, ou alors qui n'ont pas supporté qu'elle ait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu ne m'appartiens plus, tu n'appartiendras à personne. Tu vois. Et donc ça va très loin, tu vois. C'est pour ça que peut-être que la dimension de peur, tu vois, il faudrait creuser, tu vois, la dimension philosophique, peut-être même psychique, tu vois. Aujourd'hui, si on vit dans le monde dans lequel on est, c'est essentiellement à cause de la peur. C'est essentiellement la peur qui nous détruit. Moi, je pense qu'il faut creuser ça parce que même si j'entends, encore une fois, ce que tu veux dire, vraiment. J'ai essayé de te donner un maximum d'exemples possibles, tu vois, déjà pour que tu puisses comprendre la psychologie qu'il y a derrière. Mais effectivement, d'une part, ça mériterait d'être creusé. Ouais. Et en plus, je suis pas expert dans le domaine, hein. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai observé et j'ai eu ce déclic-là en regardant la capoeira, tu vois. Les mecs, ils sont en fait, quand tu fais des ruedas, tu peux quand t'es débutant, tu peux très bien aller te taper avec un maître. Tu vois que le mec, il est beaucoup plus technique que toi, il va pas vouloir t'attaquer. Il va regarder comment se défendre face à toi et tout. Alors que toi, comme t'es débutant, tu vas vouloir te prouver et tu vas essayer d'attaquer, mais c'est aussi parce que t'as peur de prendre des coups. Et je me dis, mais ça dit tellement de choses en fait sur le comportement de l'homme, sur la vie. Et sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu sur regarde nos populations en Afrique, tu vois. Et comment ça se fait que cette lutte qu'est la capoeira est née des Africains face à un oppresseur? Tu vois, ça en dit long, un oppresseur qui était occidental, qui a tout fait pour prendre le truc chez les autres et a toujours tout fait pour avoir le contrôle sur les autres. C'est pas que de l'ego ou une volonté de puissance, mais c'est une vraie peur de manquer de quelque chose. Et aujourd'hui, ces gens-là, pour moi, continuent à avoir peur. Tu sais, je suis tombé sur une vidéo il y a pas longtemps et d'ailleurs je déteste tomber, je sais pas pourquoi je suis tombé dessus, je déteste ça, où tu vois un mec qui marche dans la rue, visiblement c'était à Bordeaux, à Montpellier, pardon. Il marche dans la rue et il voit, il y a 3 enfants, il passe à côté d'un des enfants et il met une droite à la petite elle tombe par terre, KO. Il continue, et en fait c'est les caméras de la ville, tu vois, qui le suivent. Il continue de marcher, il rentre dans un espèce de tunnel dans comment on appelle ça, dans les transports en commun. Et là, il y a une femme, tu sais, je sais pas, elle doit rentrer du taf ou j'en sais rien, qui passe à côté de lui, devant tout le monde, hein. Il y a des gens, il passe à côté d'elle, il lui met une steak, elle tombe KO, tu vois. Il y a des hommes, pour le coup, lui qui devait être 100% déséquilibré, hein, je veux dire, il y a même pas de discussion, mais t'as des hommes, dans une certaine mesure, et c'est pour ça que je dis que le qualificatif ou l'adjectif de peur, c'est pas forcément celui que j'aurais utilisé, même si je répète que je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais t'as des gens qui sont uniquement dans la dimension de contrôle et de domination. Et ça nourrit leur personne, ça nourrit notamment leur ego, tu vois, et c'est ce qui leur permet de faire ce type de dinguerie, en fait. Au point d'enlever la vie à quelqu'un. Je vois ce que tu veux dire, et dans ce cas-là, je dirais non. L'homme n'est pas dangereux. Mais il existe certains pervers. Et je ne ferai jamais de généralité, moi, en disant que tous les hommes sont pervers. Comme il existe des perverses. Par contre, je pense que tous les hommes peuvent être dangereux. Et que ce qu'il y a de plus dangereux qui peut naître de l'homme, c'est quand il se sent en position de peur. Et ça, je parle de peur avec un grand H. Maintenant, des pervers... Un grand H ? Oui, ça veut dire homme et femme. Ah, d'accord, ok. D'accord. Tu vois, c'est la dimension de peur qui va faire que tu vas être violent envers quelqu'un d'autre, généralement. Si tu fais face à quelqu'un de déséquilibré, que ce soit un homme ou une femme, t'es en danger. Point. Homme ou femme. Si t'es déséquilibré, t'es en danger. Même une femme, elle peut te tuer. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ok. Dites-nous, hein, d'ailleurs, si il y a des femmes, on l'avait déjà fait ça
il y a quelques mois. Ouf. S'il y a des femmes qui ont aimé la thématique et qui souhaitent venir en parler avec nous ici même dans les studios de Can We Talk, eh bien n'hésitez pas, vous nous laissez un commentaire et d'ailleurs avec votre adresse mail, ça pourrait être bien parce qu'on peut pas envoyer de messages privés sur YouTube. Envoyez-nous votre mail en nous disant que vous souhaitez participer et on invitera 2 personnes de notre audience. Je sais pas si t'as vu, mais à ce qui paraît, le Burkina Faso se dirige vers l'interdiction de la pornographie. J'ai vu. Partout dans le pays. J'ai vu. Je trouve ça assez intéressant comme concept, en ce sens que ça reflèterait le fait que la pornographie peut représenter un problème à l'échelle d'un peuple dans sa reconstruction. Est-ce que toi déjà t'y crois? Sinon, pourquoi? Et si oui, en quoi penses-tu que la pornographie peut représenter un problème dans la reconstruction d'un pays? Déjà, te dire ce que j'ai pensé quand je suis tombé sur cette news. Il faut qu'on essaye d'être honnête et transparent dans ce média. On est là pour ça, frère. Can we talk? Can we Can we talk? talk? C'est possible de talk un peu? Quand je suis tombé sur cette news, j'ai eu 2 choses qui me sont traversées. La première, je me suis dit, damn, c'est vraiment quelqu'un en fait, tu vois. Je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un, ce type-là, tu vois. Parce que quand tu sais les effets dramatiques que la pornographie provoque, tu vois, dans le rapport à l'autre, c'est horrible. T'as des hommes qui sont traumatisés de ce qu'ils ont vu dans ces films-là. Et quand je parle de traumatisme, c'est des remises en question profondes sur leur anatomie, leur capacité à donner du plaisir, cette conviction que le plaisir chez la femme doit passer, tu sais, par la force et la domination ultime. Tu vois, j'ai donné juste quelques exemples, tu vois. Et ça, c'est horrible. La peur, donc, de ne pas satisfaire. De ne pas assurer, voilà, c'est ça. Et j'ai donné juste quelques exemples pour expliquer la manière dont certaines femmes qui consomment bien moins de ce type de films que les hommes, en fait, tu vois, vivent le truc en se disant mais c'est quoi ce délire en fait, tu vois. Et ça crée des trucs bizarres parce que en fait t'es une femme, tu découvres aussi avec un mec qui te fait découvrir, lui, et tu crois que du coup c'est censé se passer comme ça, tu vois. Ça a provoqué des trucs terribles, tu vois. Et donc dans un premier temps, je me suis dit c'est vraiment quelqu'un, tu vois. Et puis il y a eu un deuxième effet qui se coule pour les vieux, où je me suis dit mais en vrai de vrai, en tant que chef d'État, si tu commences par interdire quelque chose comme ça, et après on parlera vraiment de la pornographie et en quoi est-ce que ça peut empêcher le développement d'une nation, tu vois. Si tu commences par interdire la pornographie, que moi je considère vraiment comme étant une excellente décision, tu vois. Mais ça reste quand même la liberté. Ça doit ou ça reste, je sais pas, la question se pose, être la liberté de choix de consommation d'un être humain. Si demain, on me dit, si moi, en tant que parent, j'ai un enfant, d'accord, j'ai mon fils, et je lui dis, ne touche pas le feu. Je lui dis, tu touches pas le feu. En fait, sa liberté, son libre arbitre, on parle de libre arbitre dans ce cadre-là, doit pouvoir s'exercer en se disant, est-ce que ce que mon père me dit, tu vois, est juste? Et s'il considère que c'est pas juste ou intéressant, il va toucher, il va mettre sa main et il va en subir les conséquences, tu vois. En fait, je me suis posé la question des libertés individuelles. Voilà. Je me suis dit, tu peux commencer par interdire la pornographie et après, demain, tu vas interdire quoi, tu vois. Et pourquoi je pose la question là? Je le répète, c'est pas parce que je trouve que l'initiative est pas bonne. Au contraire, je la trouve excellente et on va creuser le pourquoi du comment. Mais la seule chose que je soulève, c'est que quand tu rentres dans ce genre de décision, il faut vraiment s'assurer en tant que peuple, donc en tant que citoyen, que la personne qui te dirige n'ait que de bonnes intentions sur la longue durée. Parce que ça peut dévier à un moment donné sur des choses qui seront un peu moins, tu vois, intéressantes, parce qu'on parle quand même d'une liberté individuelle quand on parle de films pour adultes. Pour être très clair, tu vois. Je sais pas ce que tu penses de ça. C'est, tu vois, la liberté individuelle, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Et en même temps, c'est quelque chose sur lequel je suis amené à me poser de plus en plus de questions. Parce que ça a été nourri par la société occidentale, cette liberté individuelle. Mais on voit très bien qu'en ce qui concerne certaines choses, il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, la drogue dure, c'est interdit. Donc, on
autorise la liberté individuelle jusqu'au moment où ça peut être dangereux pour toi ou pour les autres. La question à se poser, c'est est-ce que la pornographie, c'est dangereux pour toi ou pour les autres? C'est ça la vraie question. De par la démonstration que j'en ai faite, moi je considère qu'effectivement c'est dangereux. Mais pour moi, le propos, il est pas sur la pornographie, t'as bien compris. Il va bien plus loin. Mon propos, il va bien plus loin. C'est que je valide cette décision, je l'ai trouvée extraordinaire. Pour moi, en fait, et c'est pour ça que j'avais dit qu'on allait peut-être rentrer deep. J'ai parlé des adultes, mais c'est catastrophique chez les enfants. Vraiment, tu vois. Donc ça, pour moi, ce sujet, il y a même pas de débat. Et dans ce cas-là, t'as pas de questions à te poser sur la liberté individuelle si on part du principe que c'est dangereux. Non, mais au-delà de la pornographie, mon propos est de dire, on a un homme qui prend une décision qui est allouée, de mon point de vue, aux libertés individuelles. Je trouve que c'est une très bonne décision. Mais il faut prêter attention au fait que les décisions allouées à cet homme, jusqu'à la fin de son mandat, soient toujours dans l'intérêt du collectif. Parce que je te donne un exemple. T'as certains de nos pays, en Afrique, où l'homosexualité est interdite. C'est la liberté individuelle, l'homosexualité ou pas? Ce sont des choses à déterminer. Ok. Non, mais moi, j'ai mon avis sur ça. Moi, effectivement, je pense que c'est la liberté individuelle et je pense pas que ce soit dangereux. Tu vois, c'est ta liberté de faire ce que tu veux avec ton corps. Et je pense pas que ce soit dangereux. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est que si à un moment donné, tu rentres dans des prises de décision qui peuvent aller à l'encontre du peuple, parce que toi, tu considères en haut de ta tour d'ivoire que c'est bon pour tout le monde, c'est là que ça peut être dangereux. C'est juste ce que je disais, c'est que il prend une décision qui est magnifique de mon point de vue, mais je me suis posé la question de me dire, j'ose espérer qu'il sera toujours aussi juste dans les décisions qu'il prendra pour le collectif. C'est tout ce que je voulais. Une chose est sûre, c'est que c'est en tout cas une décision forte. Clairement. C'est une décision forte. Je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, dès lors que tu as déterminé que quelque chose était dangereux, comme je te l'ai dit pour toi ou pour les autres, c'est le rôle 100%. C'est le rôle des personnes qui ont le pouvoir de pouvoir interdire ce genre de 100%. choses. Après, je pense que interdire dans un premier temps, c'est une première étape, mais que ce n'est pas suffisant. Parce que sinon, les gens, ils vont juste continuer à le faire. Non, il faut, au-delà d'interdire, il faut aller convaincre les personnes. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Pourquoi est-ce que ça te nuit? Tu vois? Et c'est ce dans quoi je voulais rentrer. C'est en quoi aujourd'hui la pornographie peut être potentiellement dangereux pour un peuple. Au-delà du fait que ça peut dérégler totalement ton rapport avec l'autre, parce que c'est vrai, par rapport à, une fois de plus, ta confiance en toi, par rapport aux attentes que tu vas avoir envers l'autre, puis ce sont de vraies violences physiques, hein. La pornographie, c'est extrêmement violent par rapport à de vraies relations sexuelles. Mais est-ce qu'il y a même une dimension pour aller plus loin, tu vois, qui pourrait faire en sorte que ça peut nuire à la construction d'un peuple, selon toi? Ou pour toi, ça s'arrête au simple fait que ça dérègle la façon dont tu vois les rapports sexuels et donc juste pour ça? J'imagine que tu veux développer un point. Moi, je vois pas, je vois pas pour d'autres. toi, donc ça s'arrête à ça? Ouais, pour moi, en fait, je vois pas d'autres raisons en soi, tu vois. Moi, je pense à l'énergie sexuelle. Je pense que le sexe, c'est une vraie, c'est limite l'énergie la plus puissante de ton corps, en fait, tu vois. Et que dépendant de là où tu décides de diriger cette énergie, ben, tu peux t'élever ou tu peux te diminuer. C'est puissant quand même cet appel qu'on a par rapport à l'envie d'avoir des relations sexuelles. Si tu décides de jeter dans la pornographie et de vider ton énergie dans la pornographie, je pense que ça peut avoir un impact dans ta construction de vie, surtout chez les hommes, tu vois. Et que le fait de te déverser là-dedans, ça va te diminuer. Parce que je pense qu'on est beaucoup plus victimes, même si je sais qu'il y a des femmes qui regardent de la pornographie que les hommes. Ah, d'accord. Par rapport je pense qu'on en est beaucoup plus victimes. Aux consommateurs, ok. Ouais. Je pense qu'on consomme beaucoup plus cela, tu vois. Même si je sais qu'il y a des femmes qui en consomment, et je pense que dans une société, les hommes et les femmes, même si on a des rôles complémentaires, on n'a pas forcément exactement les mêmes rôles, et que nous, dans notre dimension de bâtisseur, si on n'a pas l'énergie et l'envie de vouloir bâtir, et quand je dis bâtir, c'est se construire, mais aussi vouloir participer au monde, le développer, etc. Si tu n'as pas cette envie-là de te dépasser au quotidien, ben tu sombres dans un trou, tu vois.
peut-être qu'à un moment donné, se préserver et mettre son énergie là-dedans, ça te permet aussi de pouvoir aller à la, j'allais dire conquête, mais aller aussi exceller pour pouvoir à un moment donné aller séduire la femme qui te plaît et que toute cette dimension-là, tu la perds en fait quand directement tu mets ton énergie dans la pornographie. Ok, j'aurais dû m'attendre venant de toi qu'on rentrerait dans dans une dimension spirituelle. Je comprends pas. Ça fait depuis 2 ans presque. J'aurais fait du dû m'y attendre. Tu me connais pas. J'aurais dû m'y attendre, mais c'est intéressant. Mais encore une fois, tu sais, il y a un commentaire qui m'a fait sourire qu'on a reçu dernièrement d'un frangin qui disait ouais, j'aime bien quand vous êtes en antagonisme sur certains sujets. Je peux répondre à ta place. Vas-y. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, moi, c'est très bien. Non, même pas. L'énergie sexuelle, moi, tu sais, c'est pas concret. Non, même pas. Même si ça n'existe pas, tu sais, pour moi, le spirituel. J'ai du mal à me projeter. Comment dire, je t'étonnerais, en te disant que je suis totalement d'accord avec ça. Amen. Ah non, mais pour le coup, 100%, tu vois. Je pense, sincèrement, en fait, quand tu l'as vécu, tu comprends que c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense que une grande partie d'entre vous, vous l'avez vécu. Tu n'as absolument pas, ne serait-ce même qu'au niveau du ressenti, tu vois, à tous les niveaux, le même ressenti quand tu le fais parce que tu dois le faire avec quelqu'un comme ça de l'en-bas que quand tu le fais avec quelqu'un que t'aimes, tu vois, avec qui tu partages une véritable connexion. Ça n'a rien à voir. Donc là-dessus, je suis 100% ok. Mais parce que s'il y avait pas de mais, ce serait pas marrant. En fait, c'est toujours cette espèce de... Et en même temps, t'as toujours dit que t'étais quelqu'un d'optimiste en soi et tu prônes la positivité. Et je le sais, même en privé, il y a des choses que tu t'interdis de dire parce que tu crois à la manifestation et tout ça. Donc, j'entends. Moi, je partage pas forcément cette philosophie. Et en fait, cette dimension, parfois, sur certaines thématiques, sur certains sujets qu'on aborde, j'ai l'impression que tu es parfois dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, j'aimerais bien avoir l'adjectif juste, ça me vient pas, mais c'est comme si, tu vois, là on est en train de parler d'une décision qu'on trouve tous les deux juste, et de cette décision, lorsque tu développes, j'ai l'impression que tu es en train de dire, sans te paraphraser mal, mais en gros que c'est la solution ultime pour réussir à faire d'un peuple un peuple concentré sur une énergie bien visée. Est-ce que j'ai bien résumé dans les grandes lignes? Tu résumes partiellement bien, parce que je ne parlerai pas de décision ultime. De solution ultime. Pour moi, de solution ultime. Voilà. Quand tu es à la tête d'un peuple, il y a plusieurs décisions qui t'amènent vers l'élévation de ton peuple. Mais par contre, je trouve ça super important de prendre en compte et de réaliser l'importance effectivement de cet aspect qui pour moi est capital. Et t'as même été plus loin en disant que ce serait bien que ce soit cumulé à de l'éducation, mais clairement, tu vois, voilà. Et que je suis sûr que pour moi, je suis sûr que en prenant cette décision, il a conscience du fait que si les hommes mettent leur énergie dans la construction, que cette énergie sexuelle peut vraiment élever son peuple. Voilà. Maintenant, moi, mon propos, il est de dire que la décision est bonne. L'idée d'avoir accompagné, notamment les jeunes, parce que les plus vieux, malheureusement, tu vois, ils sont déjà plus ou moins faits, mais les plus jeunes sur la sensibilisation et notamment cette dimension presque spirituelle, tu vois, du rapport à l'autre. Ça peut être super intéressant, ça devrait même être fait. On vit dans un monde pluriel. On vit dans un monde ouvert. Donc, fermer les films ou les sites pour adultes, c'est une chose. Mais Internet, ça reste le monde. Et Internet, c'est quoi? C'est pas que les films pour adultes. Ça peut être les films, ça peut être les séries, ça peut être les réseaux sociaux. Et le monde va te montrer que, en fait, c'est pas mal d'aller goûter dehors, tu vois. Donc, tu peux avoir le travail qui est fait à la maison, qui est super, mais tu as l'influence aussi de l'extérieur. Et mon propos, c'est de dire, quand tu regardes à l'échelle humaine, sans faire l'historien, t'as vu, la dernière fois, toi et moi, on faisait référence à l'époque égyptienne, au moment où l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Faut voir, frérot, les pharaons, ce qu'ils enquillaient
en termes de femmes. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes, pour ceux qui sont chrétiens, tu regardes l'épopée des Juifs qui était, selon la Bible, en tout cas la première partie de l'Ancien Testament, le peuple élu de Dieu. On te dit de David qu'il avait, donc David qui est le roi par excellence, puisque c'est de sa lignée qu'est venu Jésus. On te dit qu'il avait 700 femmes et 800 concubines. 700 femmes et 800 concubines. C'est-à-dire que je sais même pas ce que tu peux faire avec autant de femmes, tu vois. Et c'est ce qui est reporté dans la Bible, parce que peut-être qu'il en avait même plus. C'est écrit dans la Bible, ça, tu mais vois. Frérot, moi, tu me dis c'est écrit dans la Bible qui... Je veux pas rentrer dans cette dimension-là. Mais peu importe la dimension sacrée. Parce que de ce que tu dis, c'est que comme c'est marqué dans la Bible, c'est vrai. Pas du tout. Okay. Non, c'est pas ce que je dis. Okay. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'homme a toujours été attiré par le fait, c'est toi qui l'as dit il y a quelques minutes, par la conquête. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais l'homme, mais c'est pas, non, je pense pas. L'homme, c'est pas un conquérant? Comment dire? L'homme a besoin de... Enfin, moi, j'ai l'impression, moi, je suis totalement d'accord avec ça sur le fait que l'homme, il aime conquérir, l'homme, il aime aller, tu vois, à l'aventure. Et en l'occurrence, c'est exactement la même chose avec les femmes. Donc, en fait, encore une fois, la décision est bonne. Je pense qu'il faut véritablement travailler à l'éducation pour aller beaucoup plus loin. Et je pense que lui, ce qu'il a fait, on doit le vivre ici aussi en Europe. Même si on sait qu'il y a des intérêts économiques qui sont tellement incroyables qu'évidemment, c'est un lobby extrêmement puissant. Après l'industrie des jeux vidéo, après l'industrie ça génère des milliards. Mais maintenant, il va falloir que les frères et les sœurs du Burkina qui rentrent dans cette dimension. En fait, ce serait efficient si la décision était globale. Tu vois ce que je veux dire? Si aujourd'hui, cette décision concernait l'ensemble des pays, ne serait-ce qu'en Afrique, tu vois, avec cette volonté de fermer au peuple ce genre d'accès, ce serait intéressant. Je ne dis pas que ça sert à rien ce qu'il fait. J'ai vraiment, encore une fois, je valide et tout. Je dis juste que dans le propos qui était le tien, l'impression que j'ai eue, c'était une décision, parce que ta deuxième question, c'était est-ce que tu vois l'impact que ça peut avoir dans l'élévation d'un peuple, etc. Tu vois. C'est là-dessus que je mets une légère nuance. Moi, ce que tu dis qu'il faudrait que ce soit plus global. Moi, je dis que si le Burkina Faso arrive à s'élever en prenant en compte tout cela, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'élever, mais le jour où ils seront clairement au-dessus, tu verras qu'il y a plein d'autres pays qui vont prendre exemple à tout niveau. Amen. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, tous les Burkinabés ne vont pas avoir de la pornographie? J'en sais rien, et je dirais même plus, je ne le pense pas. En revanche, en tant que chef d'État, tu es conscient que quand tu prends une décision forte, ben peut-être que tu vas faire en sorte que là où tu avais 100% de la population qui, peut-être 90% de la population qui consommait de la pornographie, peut-être que tu passeras à 50%. Et c'est déjà une victoire. Et si tu te rends compte qu'il y a une différence, et je pense que cette différence, ils vont l'avoir, parce que moi j'y crois, je sais que ça a un vrai impact dans la vie d'une personne que de mettre ça en place, notamment par rapport à cet esprit de prendre le contrôle, même de savoir attendre, de construire, de se dire que ce que tu vas l'avoir grâce aux fruits de ton travail et pas tout de suite. Ben ça te fait rentrer dans un dynamisme qui pour moi est périn et positif, tu vois. Après ce que tu disais par rapport aux civilisations anciennes, j'ai envie de te dire si tu le dis, mais je suis pas convaincu de tout ce qu'on dit, tu vois. Quand tu me dis 700 femmes, 800 femmes, tu te rends compte de ce que ça veut dire, tu vois. Franchement, j'en suis vraiment pas convaincu. Enfin, vas-y, je te laisse. J'en suis vraiment pas convaincu, tu vois. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment l'histoire de notre civilisation que d'avoir eu des personnes si puissantes attends, c'est des 800 femmes. Je sais pas si tu te rends compte qu'il y a 365 jours dans une année. T'es en train de me dire que ces personnes-là qui étaient pharaons et qui avaient des responsabilités énorme, parce qu'il faut savoir que le pharaon, c'était celui qui était autant responsable c'était la connexion entre son peuple et l'au-delà, tu vois. Il avait de vraies responsabilités. 800 femmes, ça veut dire que le mec, quand est-ce qu'il avait le temps de bosser, en fait? mais mec, t'as vu, encore une fois, moi, j'ai donné cet exemple.
sans sans mettre la dimension sacrée dans le livre en question, sans prendre pour argent comptant ce qui est dit dans le livre, c'était juste pour dire que les hommes aiment ça. Et Bien que sûr. interdire la pornographie, est-ce que ça va véritablement empêcher du coup les hommes de conquérir des femmes? C'est le point d'interrogation que je mets. Et c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, mais Et c'est juste... parce que je pense justement que la pornographie empêche aux hommes d'aller conquérir des femmes. Alors, est-ce qu'on dit la même chose quand on parle de conquérir des femmes? Moi, je parlais de coucher avec plusieurs femmes. Mais je pense que en fait ça diminue déjà l'envie d'aller conquérir les femmes quand tu consommes Ok. de la pornographie. C'est intéressant. Parce que D'accord. ça te diminue ton envie, ton pouvoir, ton sentiment de ta puissance en fait. Tu Et vois. c'est quoi le mieux alors? C'est j'allais dire de consommer de la pornographie, on sait que non. Mais moi je enfin, Ou de- je sais pas si le bon terme c'est conquérant, mais dans la vie d'un homme, c'est important de se sentir confiant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, va rentrer dans la matrice le fait que tu vas devoir trouver la bonne femme. Ah, j'aime bien là ce Mais qu'on est non, en mais train de dire. c'est une Non, réalité. Non mais c'est De pas même mal. qu'une femme, ce qu'elle va vouloir un jour dans sa vie, c'est aussi rencontrer le bonhomme. Non mais tu sais pourquoi je fais le mec là? Parce que t'as commencé par parler d'énergie sexuelle en disant que c'était sacré et donc moi ce sûr. que j'entends là-dedans c'est que parce que c'est sacré, parce que c'est une énergie particulière, en fait l'idée c'est pas d'avoir en fait à la dissémer partout. Bien sûr. C'est vrai. Mais il ça. faut quand même passer par cette étape en tant qu'homme. Laquelle exactement? Celle de ne Les- pas déverser ton énergie partout? Non, passer par l'étape de découvrir en gros qui tu es, donc en ayant de multiples partenaires avant de trouver la femme. Non, moi je pense pas qu'il faille passer par cette étape. D'accord. Je pense que il faut comprendre que ton énergie sexuelle, c'est l'une des énergies les plus puissantes de ton corps et que le moyen d'honorer cette énergie, ce n'est pas d'aller taper partout où tu peux te taper ou d'aller te déverser partout où tu peux te déverser. C'est de comprendre que c'est ce qui va t'élever le plus haut possible. Et le plus haut possible, ça veut dire aussi trouver la bonne personne et construire ta vie avec la bonne personne. Mais du coup, comment tu construis la confiance? Parce que j'ai cru comprendre que c'est ce que tu disais là il y a quelques minutes. La confiance d'un homme. Est-ce que tu peux Non, mais parce que en fait, éclaircir la moi, question? ce J'ai que du j'ai mal à- compris, et c'est ce sur quoi je Ouais. disais, ok, j'entends ce que tu veux dire, c'est que la construction d'un homme, c'est ce que j'ai cru comprendre que tu disais, la construction d'un homme doit passer par la construction de sa confiance. Et chez un homme, c'est vrai, faut le dire. Moi, je l'ai toujours dit ici dans ce podcast. Ça passe notamment parce qu'il représente dans les yeux des femmes. Oui. Pour moi, c'est c'est ma vrai. réalité. Je dis Non, pas que mais c'est la c'est- réalité, non, tu mais vois. c'est vrai. Et donc, de fait, notamment, je parle de l'adolescent, je parle un mec qui a 40, 45, 50 ans encore, qui fera ce qu'il veut, tu vois, mais qui est là-dedans. Pour moi, voilà. Mais quand t'es jeune, quand t'es à l'adolescence, quand t'es au début de l'âge adulte, tu te cherches. Et t'as besoin de construire cette confiance. Bien sûr. Cette confiance, encore une fois, pour moi, chez l'homme, elle passe par le fait d'avoir à représenter quelque chose chez les femmes. Et de fait, de consommer des femmes. Non, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Voilà. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Ok. Je pense pas que ce soit une obligation. Je pense que c'est un schéma Une dans lequel obligation on non nous a plus. mis. Je pense pas que ce soit une obligation, mais tu sais, et c'est en ce sens que c'est important effectivement qu'on soit clair dans nos propos. Et moi, je veux jamais déformer tes propos, tu vois. Moi, je pense que les hommes, ils aiment conquérir. C'est pas pour rien que la grande majorité des entrepreneurs sont des hommes. Les hommes les personnes qui sont à la tête des nations au niveau militaire, ce sont des hommes. En fait, cette dimension de conquête, elle est vraie, que ce soit sur le plan politique comme sur le plan de la société civile, tu vois. Et en l'occurrence, un homme, il a besoin d'être validé dans ce schéma-là. Donc là, on est en train de parler des femmes, mais ça peut être dans son travail. Quand tu regardes les grands cadres, souvent c'est des hommes. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce qu'on vit dans une société paternaliste. C'est en partie vrai de mon point de vue, tu vois. Je pense que ce monde a été construit par des hommes pour des hommes. D'une certaine façon, t'es privilégié quand t'es un homme, mais t'as aussi cette volonté et c'est physiologique, tu vois, dû à cette testostérone, etc., de leadership, de conquête, etc. Donc, ce qui est vrai dans la vie de tous les jours, c'est vrai également dans le cadre des rapports hommes-femmes. Tu vois, t'as besoin de savoir que tu es en capacité de séduire, t'es en capacité Bien sûr. voilà. Et Bien donc sûr. ça peut passer par ça. Je dis pas que c'est obligatoire. Voilà, je suis d'accord. Mais ça dans peut ce cas- passer dans par ce ça. cas-là, on est d'accord. tu Ok. vois. Je pense que ce dont tu parles, le fait, pour se sentir conquérant, d'aller déverser dans plusieurs femmes pour comprendre qui tu es, ce n'est pas une obligation.
ça peut ressortir sous cette forme-là, tu vois. Et je suis personne pour juger la personne qui décide même pas qui décide, qui agit de cette façon-là. Je pense pas que ce soit une obligation. Je pense que effectivement, en vrai, je suis d'accord sur la dimension de conquête. Je pense que ça fait partie de l'homme, parce que conquête, ça veut pas forcément dire oppresser l'autre. Mais la dimension de conquête, on est d'accord. La dimension de conquête, tu peux l'avoir en étant avec la même femme. Tu vois? Ouais. Et au-delà même du business, ta dimension de conquête, ça peut vouloir être de toujours faire le nécessaire pour conquérir ta dame. Parce que t'as beaucoup de personnes qui s'imaginent que quand ils sont en couple, ils sont arrivés. Ou quand ils sont mariés, ils sont arrivés. Mais pas du tout, tu vois. C'est le début. La dimension de conquête, elle est au quotidien, tu vois. Comment est-ce que tu peux faire pour continuer à nourrir ta relation, à faire en sorte que ta madame soit bien, qu'elle soit toujours amoureuse de toi, que toi tu sois fier de toi, que toi tu te sentes bien dans tes baskets, que tu apportes ce que tu veux au monde, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que les formes peuvent être multiples, mais je pense qu'on a été conditionné dans le monde dans lequel on a grandi sous un schéma. Et ce schéma, c'est celui dont tu parles. Parce que moi, j'ai été dans cette dimension-là aussi de pour être un homme, en fait, je dois aller voir plusieurs femmes. J'ai été dedans. Et sincèrement, c'est pas un schéma qui me correspondait, tu vois. Et ça, je l'ai compris aujourd'hui. Et tu peux être sûr qu'avec mon enfant, je lui tiendrai un discours différent. Je vais pas lui dire ton obligation, c'est de faire ci ou c'est de faire ça. Bravo. Mais je vais jamais lui dire avant de trouver la bonne femme, il faut que tu ailles tester à gauche à droite pour comprendre ce que tu veux, tu vois. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que la première femme que tu rencontres, elle est importante. Et toutes les femmes que tu rencontres sont importantes. Si tu te sens bien avec la première femme et que tu veux faire toute ta vie avec, ne va pas partir du principe qu'en ayant testé d'autres, tu vas te rendre compte de la valeur de ta femme, tu vois. Ce que tu gagnes, tu le gagnes. Ce que tu perds, tu le perds. Point. Et je pense que c'est important de sensibiliser dans ce sens-là. Ah non, mais moi, je suis 100% d'accord. Je m'inscris là-dedans. La construction de confiance en toi, en tant qu'homme, on est des hommes, peut passer par différents chemins, tu vois. Et ça ne passe pas forcément par une ultra consommation. Ça, je suis 100%. Mais on a été bercé dans ce monde-là, quand même. Ouais. Il y a une valorisation de cet homme alpha. Tu vois, c'est l'expression qui passe notamment par ça. Je suis totalement d'accord, mais c'est des conneries. Tu vois, t'as des gens qui ont besoin de ça pour se réaliser, et t'as des gens. Et moi, je pense vraiment que ça dépend de ton niveau de confiance. Tu vois. T'as des gens enfin, je veux pas dire qui naissent, parce que voilà, t'as peut-être grandi dans un écrin familial, qui a valorisé, tu vois, ta personne, et qui fait que t'es quelqu'un de confiant. Et donc, t'as pas besoin de passer par quelque chemin que ce soit pour avoir à gagner cette confiance. T'en as d'autres, ça a été différent. T'en as d'autres qui ont des facultés depuis très petit. Ah, t'es super intelligent, ah, t'es super beau, tu vois, t'as pas besoin. Et t'en as d'autres, en fait, qui ont pas forcément eu ça et qui vont passer par différentes manières. Là, on est en train de parler des rapports hommes-femmes, mais ça peut être autre chose, tu vois. T'as des gens, par exemple, je reste encore chez les hommes, qui ont besoin de se prouver des choses en passant par les sports de combat. Ils cassent des bouches, ils cassent des bras, ils cassent tu sais, pour se sentir, voilà. Il y a différentes façons de faire les choses, tu vois. T'en as d'autres, c'est l'argent. Ah, je fais le plus d'oseille. Chacun a son truc, tu vois. Mais voilà. Ok. Est-ce que c'était, est-ce qu'on repose une question? On a le temps, de reposer une question? Oui. Ok. J'avais encore un truc homme-femme, mais je pense qu'on a beaucoup parlé des trucs homme-femme. Je pense que je vais passer sur, l'autre. Tu sais que là, il y a je sais pas si t'as suivi le bif, du coup, entre Musk et Trump. Ouais. Ça y est, c'est officiel. La nuit de noces a été de courte durée. En gros, t'as donc Elon Musk qui était considéré comme étant l'un des bras droits, si ce n'est le bras droit de Trump, qui vient de claquer la porte, ou s'est fait claquer la porte. On sait pas vraiment de quelle façon ça s'est fait, et ça pose de vrais problèmes, parce qu'à l'heure où on parle, l'action Tesla par exemple a chuté de plus de 14% là en 24 heures, tu vois. Et les gens disent que ça reste une confrontation dangereuse, parce que c'est les deux hommes les plus puissants du monde. T'as d'un côté l'homme le plus riche du monde, et de l'autre côté l'homme qui est à la tête de la notion la plus
puissante, en tout cas l'une des plus puissantes, parce que je sais que t'aimes à rappeler que c'est la Chine du monde, tu vois. Et du coup, ça a un impact au niveau économique, je dirais même géoéconomique, tu vois. Je viens de donner l'exemple de Tesla, mais en réalité, ça fait extrêmement peur aux investisseurs, sachant que les États-Unis étant le poumon de l'économie mondiale, tu as les marchés qui sont en train de baisser. Et dans leur confrontation, Musk, parce que ça se passe en plus sur Twitter, tu vois. T'as Musk qui a rappelé que Trump était proche du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Je sais pas si tu te rappelles de lui, tu vois, qui est mort en prison, etc. Et de l'autre côté, t'as Trump qui dit que Musk est devenu fou et il menace directement Trump de couper l'ensemble des contrats que Musk a signé avec l'État. Que Tesla a fait avec l'État, SpaceX. Exactement. Surtout SpaceX, parce que t'as Tesla, mais surtout SpaceX, tu vois. Aujourd'hui, on le sait, hein, SpaceX a été... donc SpaceX, c'est une société qui a été créée par Elon Musk, qui a pour ambition d'aller conquérir l'espace. Et pour pouvoir... Déjà, ce qu'ils ont fait, ce sont des exploits, ce qu'ils ont pu faire. Et ça a été fait avec le soutien de l'État des États-Unis. C'est-à-dire que Musk a eu besoin des fonds, on appelle ça les fonds souverains des États-Unis. Et donc, moi, je voulais te demander, donc visiblement, t'as un peu suivi, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ton portefeuille, on a quelque peu souffert? Dis-nous tout. J'avoue que j'ai pas regardé mon portefeuille, je le regarde pas tous les jours. Et c'est une bonne chose à faire, clairement. J'ai toujours pas regardé mon portefeuille depuis qu'il y a eu cet incident. Et mais ce que je constate, c'est qu'on est sur une machine folle, tu vois. On est sur une machine folle en ce moment et j'ai vraiment la sensation qu'on assiste au début d'une autodestruction. Ils sont en train de s'autodétruire, tu vois. Il y a rien de bon dans ce qui se passe pour eux. Donc j'attends de voir où ça va nous mener. Est-ce que tu peux me dire, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que effectivement les deux sont en train de se taper dessus, sachant que ils n'ont aucun intérêt économique à faire ça. Tu vois, ils perdent. Merci. Donc tu vois où est-ce que je veux en venir. Est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'après toi, où se situe la dimension de peur là, et chez l'un et chez l'autre, comme ça en impro. De ce que je perçois, hein, je pense que Elon Musk déjà n'est pas quelqu'un de normal. Ok. Tu vois, on disait que on mettait les personnes un peu déséquilibrées dans une autre catégorie. Je pense qu'il en fait partie. Il est Asperger, hein, d'un point de vue mental. Voilà. Donc après, ça peut... Donc là, on rentre dans une dimension où je suis un peu hors de contrôle, tu vois. Je ne connais pas les caractéristiques de cette personne, mais effectivement, je ne pense pas qu'il soit motivé par la peur. Je pense qu'il est motivé par quelque chose qui est beaucoup plus lié à son ambition, à son ego, voire même à des choses qu'il comprend. Il est sur un autre logiciel, tu vois. Trump, par contre, lui, c'est la peur de ne pas être considéré comme le boss. C'est quelqu'un qui a besoin d'être le patron, le numéro un. Et je pense que même si son élection, il la doit à un Elon Musk, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Et à mon avis, on doit lui souffler dans son oreille en mode, le petit là, il a beaucoup trop d'influence par rapport à toi. Et ça, il aime pas ça. Donc la peur de perdre le contrôle. Ça peut carrément faire sens. Est-ce que pour toi, quand on arrive à ces niveaux de position, on est normal? Parce que tu disais que Musk, bon, il est pas normal. Est-ce que pour toi, du coup, Trump est plus normal? Non, mais pour moi, Ibrahim Traoré est normal. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce que j'observe de lui, tu vois. Je le connais pas, hein, dans le quotidien. Je fais pas l'apologie tu vois, mais même et à chaque fois, j'oublie son nom. C'est Assimi Goïta. Je trouve que, de ce que je vois, ça m'a l'air d'être quelqu'un de normal, d'équilibré, tu vois. Je trouve que ça se ressent dans la façon dont il s'exprime, dans sa posture. Moi, je fais très attention à la gestuelle. De toute façon, on est des marketeurs, on est même un peu psychologue dans notre métier. Donc, il y a des choses que l'on peut observer. Je trouve qu'on est sur des gens équilibrés. Et effectivement, un Donald Trump n'a rien d'équilibré, je trouve, tu vois, dans son attitude, et de toute façon, sa carrière, s'il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, ce sont des coups de poker, des agressions. Et je trouve qu'il est à l'image de son pays de toute façon, tu vois. Ce pays, les États-Unis, ce n'est pas un pays équilibré. Et Donald Trump, au-delà du fait qu'il est ce qu'il est, sa richesse, à la base, il la doit à ce qui se passait en Afrique du Sud, notamment, tu vois. Donc, on n'est pas sur des personnes qui ont été mises au pouvoir
grâce à des systèmes ou des comportements équilibrés. On est déjà sur du déséquilibre depuis un certain nombre d'années. Je te pose la question parce que, selon moi, là encore, le leadership, ce qui tient de dire, OK, j'assume d'être au devant des autres, à des niveaux moindres, hein, ou plus ou moins importants, tu vois, dénote d'un certain niveau d'ego. Et attention, souvent, quand on parle d'ego, on parle d'ego sous un prisme péjoratif. Mm-hmm. Nous, aujourd'hui, on a créé la Nekao School. À l'heure où on parle, on est à la tête de 550 personnes qui nous ont fait confiance. J'ose espérer qu'on n'a pas un ego qui soit mal placé avec des objectifs qui sont négatifs, tu vois. Mais j'ai quand même l'impression que pour certaines de ces personnes, quand elles atteignent une certaine sphère, il faut faire attention. Quand tu me dis par exemple que le frangin Ibrahim Traoré est normal, de l'impression qu'il donne, et surtout de par les décisions qu'il prend pour son peuple, ce serait fou d'avoir à dire le contraire. Je sais pas si tu as vu là le projet qu'ils ont lancé et qui est sur pied aujourd'hui de tout un quartier qui a été monté et créé pour donner des appartements gratuitement. C'est incroyable en fait, tu vois. Ça, oui, c'est quelqu'un qui est motivé par des ambitions et des désirs considérés comme étant sains, tu vois. Et donc, ouais, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Mais précisément, on a affaire à deux personnes, donc je reviens sur Musk et Trump, qui d'une certaine façon dominent le monde et qui sont motivés par chacun leurs agendas, chacun leurs objectifs. Il y a forcément quelque chose de sous-jacent derrière tout ça, c'est évident, parce que à un moment donné, tu vois, mais je trouve que la menace, parce que derrière, Trump a répondu à Musk lorsqu'il a dit ouais, mais il faut savoir qu'il y a des dossiers, des secret files en la personne de Trump qui le relie à Epstein. Derrière, t'as Trump qui a dit je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'emporte, tu vois, comme s'il donnait le sentiment de vouloir tempérer les choses suite à ce qu'a dit Musk là-dessus, tu vois. Mais c'est un vrai combat de coq, hein. C'est ça. Toi, tu te demandes pourquoi, mais au-delà du fait que c'est une autodestruction, elle est motivée par quoi? Par un vrai combat de coq. Aujourd'hui, c'est le système américain contre qui sera à la tête du système américain? Est-ce que ce sont ces bons vieux politiciens? Mais déjà avec Trump, ça a commencé, tu vois, à changer, parce que c'est beaucoup plus un entrepreneur à la base. Ou est-ce que ce sont les nouveaux entrepreneurs et, tu vois, est-ce que c'est l'influence de la personne qui va primer face à quelque chose de plus classique qu'on a vu avancer dans un même pays, tu vois? Je pense qu'il y a un vrai bras de fer idéologique derrière. Qui est-ce qui a le plus d'influence dans ce pays? Mais c'est évident. Et enfin, on sait qu'il y a le plus d'influence. C'est pas les politiques, c'est pas le président. Et je pense que c'est ça le gros problème de Trump dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas compris son rôle. Tu vois, t'as plein de gens qui veulent être président pour être la personne qui a le plus d'influence ou qui a le plus de regards rivés sur lui. Mais c'est pas ton rôle, tu vois. Ok, enfin, le moi je m'interroge par rapport d'un chef d'État, c'est pas d'être la star. Je m'interroge par rapport à ça parce que, enfin, Trump, c'est pas un petit, et il a croisé l'ensemble de ces personnes. Moi, l'impression que j'ai, c'est que la volonté du bonhomme, c'est justement de révolutionner le rôle du président dans ce pays. Je pense qu'il est véritablement patriote et que, connaissant justement comment est-ce qu'est géré ce pays, c'est-à-dire non pas par les politiques ou le président, mais par les lobbyistes. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais par les lobbyistes. Donc, je sais pas, le lobby des armes, le lobby du tabac, le lobby de l'alcool, etc. Lui, en fait, il est arrivé en disant, en fait, vous faites du mal à ce pays et vous savez pourquoi je vais le run? C'est parce que j'ai pas besoin de vous. Moi, je pense qu'il est véritablement motivé par l'envie de faire exploser tout ça. Et ça plaît pas à ces gens-là. Donc, notamment quand ils l'ont vu s'acoquiner avec l'homme le plus riche de la planète, Musk, ils se sont dit, ah voilà, tu vois, on va pouvoir encore plus rentrer dedans. Et il vient de le foutre à la porte, tu vois. En tout cas, ça ils ont break up. Et comment tu le traduis, toi, tout ça? Mais en fait, par cette volonté, je crois que Trump est patriote et que enfin, j'allais dire, il arrive en fin de vie. On s'entend, tu vois, mais il est plus très jeune. J'ai l'impression que avant de partir, il veut proposer,
faire la proposition de sa vision de ce que doit être les États-Unis aujourd'hui et demain. Tu vois, Make America Great Again. Tu vois, il a cette volonté. Et du coup, de dire à tous ces gens-là, ça fait un siècle que vous nous pourrissez le pays parce que chacun est uniquement là pour les intérêts. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. J'ai jamais eu besoin de vous, j'ai pas besoin de vous. Tu vois. Et donc, il y a cette confrontation entre le marché et du coup les politiques. C'est comme ça que je le vois. Tu vois. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Mais on est sur quelque chose, et c'est important notamment quand on est investisseur, lorsqu'on est investisseuse, d'avoir à s'intéresser à ces mouvements, parce que ça peut décider d'ailleurs de la manière dont on va orienter ou réorienter son portefeuille. C'est important d'avoir à en parler. Clairement. Et on est face à, tu vois, on pensait pendant très longtemps que les États-Unis connaîtraient peut-être un déclin à cause justement de la Chine et des BRICS qui prennent en puissance. Et là, on se rend vraiment compte que ce déclin est essentiellement provoqué par une autodestruction en fait interne à tout niveau, tu vois, pour l'instant en tout cas. Donc à voir si ce sera si c'est une déconstruction qui va leur permettre de prendre plus de force derrière. Mais franchement, c'est clair qu'il y a de quoi se poser de plus en plus de questions. Autodestruction pour l'instant. Tu vois, les États-Unis, ça reste les boss, notamment de par le système qu'ils ont mis en place. Mais ce qui est sûr, c'est que, je te rejoins là-dessus, le déclin est amorcé. Ça, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Mon gars, c'est comment? On peut passer à l'étude de cas, je pense. Let's go. Alors, salut Loïc, salut Charles. Je prends un moment pour vous écrire parce que je suis dans une phase un peu floue et je me dis que vous êtes clairement les bonnes personnes à qui en parler. Moi, c'est Noah. Yes, Noah. J'ai 34 ans, je suis producteur musical. Ça fait une dizaine d'années que je bosse dans le son. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes ici en France, mais surtout, j'ai réussi à placer plusieurs morceaux dans des pubs, des séries, sur des plateformes. Et c'est ça qui m'a permis d'économiser. Aujourd'hui, j'ai mis de côté 150 000 € et j'ai pas envie de les laisser dormir ou de les cramer n'importe comment. Mais je vous avoue que je suis dans une sorte de brouillard. Je sens que je peux faire un move, mais je sais pas lequel. Je me pose des questions tous les jours. Est-ce que je dois lancer mon propre studio ou label? Un truc à mon image avec une vraie direction? Ou est-ce que je devrais acheter un bien immobilier, en Afrique par exemple, où on me parle de super opportunités à Douala, à Abidjan, mais j'ai zéro repère? Et puis il y a l'option plus posée, placer une partie de mon argent dans des supports comme des ETF ou d'autres produits que je maîtrise pas encore trop, mais qui pourraient sécuriser mon capital sur le long terme. Le problème, c'est pas l'envie. Le problème, c'est que je sais pas dans quel ordre faire les choses. J'ai pas envie de foncer tête baissée et de me planter. Mais j'ai pas non plus envie de rester figé par peur de faire une erreur. Et autour de moi, il y a personne qui peut vraiment me conseiller sur ce genre de réflexion. Ce que je sais, c'est que je veux trouver un équilibre. Je veux pouvoir continuer à créer sans galérer financièrement. Je veux pouvoir construire quelque chose de solide à la fois ici et sur le continent. Et je veux que chaque euro que j'ai mis de côté commence à vraiment bosser pour moi. Si vous avez une méthode, un cadre, un accompagnement, je suis grave chaud. J'ai besoin de structurer ma réflexion et surtout de poser les bases claires. Merci pour ce que vous faites sincèrement. Vous apportez quelque chose de différent et ça résonne. Noah, t'avais besoin de parler, hein, franchement. C'était long. T'avais besoin de parler, ça fait plaisir. Merci beaucoup, frérot. Mais c'était du good talk. Ouais, c'était de du ouf. good talk. Tu veux attaquer? Ouais, je peux attaquer. Alors, Noah, déjà félicitations parce que tu as réussi à faire ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, ça veut dire économiser. Et je pense pas qu'un peu. Après, ça dépend de ce qu'il a gagné, hein. Mais oui, mais enfin, je veux dire, par rapport à l'épargne, tu vois, qu'on peut voir généralement. La plupart des personnes, c'est beaucoup. Mais imagine, il a gagné des millions, il lui reste 150 000. C'est pas. Mais bon, partons du principe que tu as bien économisé. En tout cas, c'est ce que tu dis, et je te crois sur parole. Tu peux te féliciter pour ça parce que ça te permet déjà là d'avoir du contrôle sur l'endroit où tu dois te diriger. Et de ce que je perçois, pour moi aujourd'hui, tu as une croisée des chemins et tu te poses la question sur est-ce que je dois investir sur mon business ou est-ce que je dois me sécuriser financièrement et continuer à faire ce que je fais. Et je pense que la vraie question démarre de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu voudrais développer ton activité parce que c'est quelque chose qui te fait vibrer et que tu sens que tu peux exceller dedans et apporter quelque chose au monde
ou du moins à ton entourage, est-ce que tu penses que tu peux vraiment faire quelque chose avec ce studio d'enregistrement ou est-ce que tu veux le faire par principe? Si tu as vraiment envie de faire quelque chose à ça et que tu as créé un business plan et que potentiellement il peut te faire gagner de l'argent, moi je pense que le premier actif sur lequel tu dois investir, c'est toi-même. Donc, tu as tout intérêt à ouvrir ce studio. Avant de l'ouvrir, essaye de savoir combien va te coûter le studio, combien est-ce que le matériel va te coûter, etc., etc. Mais prendre une partie de cet argent pour lequel tu as travaillé et économisé pour investir en toi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de stupide. Après, la question à se poser, c'est imagine, tu te rends compte que ça coûte la totalité de ton épargne. Bah, peut-être que il va falloir que tu essayes de voir si t'as pas la possibilité de mettre une partie en apport et une autre en prêt à la banque pour pouvoir effectivement utiliser ta liquidité pour la placer et te sécuriser à d'autres endroits. Quand je parle de te sécuriser, c'est que déjà, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours important d'avoir un fonds de trésor quand tu commences ton activité. En l'occurrence, essaye d'avoir 6 mois d'avance. Donc, si dans ces 50 000, dans ces 150 000, tu peux faire en sorte de garder une partie de la trésor dépendant de tes charges, pour pouvoir, derrière, avoir 6 mois de temps. Ouais. Pour pouvoir faire vivre ton activité, ça va vraiment te rendre service. Et à côté de ça, s'il te reste un peu de liquidité, en plus, au-delà de l'apport que tu as mis dans l'ouverture de ton studio, plus, j'allais dire ton épargne de précaution, mais du coup, dans ton cas, un fonds de trésor, eh bien, effectivement, là, tu peux te demander de ce que tu peux faire du reste de ta liquidité. Sachant que je trouve que tu as dit quelque chose de très parlant, c'est que tu as entendu parler d'opportunités à Douala, à Abidjan, on t'a dit que c'était intéressant, mais tu sais pas vraiment quoi faire. Déjà, ne va pas mettre de l'argent parce que tu as entendu parler que. Il faut que l'argent que tu places, il faut que tu connaisses le placement dans lequel tu mets. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont victimes d'arnaques parce qu'elles font par principe sans aller s'assurer sur place et au résultat, ce sera de l'argent perdu. En revanche, ça peut toujours être intéressant si tu as le temps de pouvoir t'y intéresser pour pouvoir faire des placements. Maintenant, tu n'as pas effectivement que la pierre dans un premier temps. Tu peux toujours mettre tes placements sur du liquide. Ça te permettra d'avoir du contrôle sur cette liquidité et que ton argent ne soit pas bloqué, surtout dans le cas où tu as besoin de récupérer de la liquidité pour pouvoir faire vivre ton business. Ok. Jusqu'à on dirait que tu as repris ta respiration. Il faut que j'apprenne à respirer pendant que je parle. J'ai vu cette bouffée d'air. Ok, Noah, merci beaucoup pour ta question, vraiment. Et n'hésitez pas à copier sur lui si vous souhaitez être aiguillé sur des conseils. La première chose que j'ai envie de te dire, Noah, c'est que tu es un créatif et visiblement un très bon créatif. Ok. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie parce que tu crées. Et tout ce dont tu nous as parlé derrière, que ce soit la potentialité d'avoir à créer ton business, que ce soit d'avoir à investir sur les marchés financiers ou que ce soit d'avoir à investir dans l'immobilier, notamment en Afrique, ça doit te demander des connaissances. C'est-à-dire que tu dois, si tu es effectivement motivé, parce que ça, pour le coup, on peut pas forcément te le dire pour toi, dans l'idée d'avoir à te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a tout un tas de choses au-delà de ta créativité qu'il va te falloir maîtriser. Tu vois, ne serait-ce qu'en tant que chef d'entreprise, faire la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est la première chose qui tue les boîtes aujourd'hui. Ok. Et là, je suis en train de te parler de gestion. Mais en tant que, demain, si tu as ton studio, il va falloir que tu gères le marketing, il va falloir que tu gères la communication, il va éventuellement falloir que tu gères le management parce que tu vas peut-être avoir des employés. Tout ça, tu vois, ça demande de vraies connaissances. Si c'est pas ça qui te botte, mais plutôt l'investissement sur les marchés financiers ou même crypto, pareil, il va falloir te former, que tu puisses comprendre, en fait, ce dans quoi tu vas investir. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de 150 000 euros. C'est l'argent, c'est beaucoup d'argent. Et donc, le conseil qui consiste à te dire fais ci, fais ça, n'ayant pas forcément les tenants aboutissants de la projection ou des projections que sont les tiennes, c'est compliqué. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, sur l'ensemble, tu nous as parlé de 3 choses, entrepreneuriat, marché financier ou crypto en termes d'investissement ou immobilier, tu as des personnes, tu as des structures qui pourront t'accompagner pour avoir les meilleures informations possibles. Et peut-être que c'est en découvrant les opportunités qu'il peut avoir en Afrique parce que tu as été sur place, parce que tu as saisi en fait les enjeux qui va te botter.
Peut-être que c'est plutôt en comprenant ce qu'il en est des rouages de la maîtrise d'une entreprise qui va te... Enfin, tu vois, ce n'est qu'en creusant les sujets que tu vas pouvoir savoir ce que tu as envie de faire et donc du coup y aller. Tu vois. Maintenant, te dire quoi faire sur les différents sujets sans savoir ce que tu veux, ça m'est un peu compliqué. Parce que moi, je sais que j'aurais commencé par ça. Te demander qu'est-ce qui te botte le plus. C'est 3 choses totalement différentes. Ça n'a rien à voir, les 3 choses, tu vois. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de consulting en gestion de patrimoine, les gens partent du principe que quand tu parles de gestion de patrimoine, tu parles forcément d'immobilier. Alors qu'il n'y a rien à voir. Tu as des consultants en gestion de patrimoine qui sont spécialisés dans la vente de produits financiers. C'est tout. Ils vont jamais t'accompagner sur l'immobilier. Et pareil, tu en as d'autres qui sont 100% dans l'immobilier. Et tu en as d'autres qui sont mixtes. Mais la gestion de patrimoine, c'est pas que l'un ou que l'autre, en fait. Tu vois, enfin, ça n'est pas forcément les deux. C'est ça plutôt que je voulais dire. Tu vois, ça peut être que l'un ou que l'autre. Tu vois. Et donc, et je te garantis qu'un mec qui est spécialisé dans la vente de produits financiers ne te donnera pas des bons conseils par rapport à tes biens immobiliers. Et pourtant, il a l'étiquette de conseiller en gestion de patrimoine. Ok? Donc, c'est pour te dire à quel point c'est important de comprendre. Tu seras jamais spécialisé ou spécialiste de l'un des 3 domaines. Tu le deviendras avec le temps parce que tu auras choisi l'un des 3 et que du coup, tu travailleras à comprendre vraiment les tenants, les aboutissants d'une des 3 catégories, si je peux m'exprimer ainsi. Mais te donner comme ça les conseils sur 150 000 euros, le seul conseil que j'ai envie de te donner, moi, c'est sois fixé sur ce que tu as envie de faire. Creuse la question au travers soit d'une formation ou même aujourd'hui on a Internet en fait, tu vois, on a l'intelligence artificielle. Creuse, essaye de comprendre, tu vois. Et suite à ce que tu sauras, ok, je vais me lancer à fond dans la création de mon studio. Et ben là, à la limite, on pourra peut-être même t'aiguiller, même si on le fait pas hein, au sein de la Nekao School, on n'accompagne pas les entrepreneurs là-dessus. En tout cas, si tu souhaites creuser tout ce qui est marché financier et crypto, tu prends ton rendez-vous gratuit. Une fois que tu auras fait tes recherches, voilà, c'est important. Et voilà, ce que j'ai envie de dire. Amen. Le coup de cœur. Coup de cœur, on en a parlé. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est Ibrahim Traoré. Voilà, pour toutes les raisons que t'as évoquées et qu'on a un peu évoquées. Moi, j'avais vu effectivement cette décision sur la pornographie, la décision qu'il a prise d'enlever les mines d'or là à l'entreprise canadienne Semako de leurs mains pour revaloriser l'entièreté des mines d'or au Burkina. Le plan donc sur le quartier entier, j'ai du mal sur le quartier entier qu'il a fait et qu'il a créé pour pouvoir l'octroyer gratuitement. Enfin, tout ça, et même l'engouement, la vision qu'il partage avec le monde sur ce qu'il veut désormais de l'Afrique. J'ai partagé une vidéo hier du frangin Afromind, franchement, dédicace à toi frérot, où il fait un état des lieux en expliquant que ça y est, c'est terminé. Les Européens qui étaient là, qui pointaient du doigt en disant bon, écoute, vu que tu ne veux pas et que tu veux participer à l'AES, on te coupe les vivres. Bon, il a dit ok, faites ce que vous avez à faire, tu vois. Et du coup, il s'est ouvert aux Asiatiques, il s'est ouvert à la Russie. Et ces mêmes Européens, aujourd'hui là, ça a été officiel. Apparemment, ils se sont déplacés en secret pendant 72 heures au Burkina pour négocier avec lui les contrats en lui disant bon désolé on est désolé, est-ce que finalement tu penses que, et apparemment c'était musclé, tu vois, et ça s'est fait dans le plus grand secret et tout. Franchement je vous invite à aller sur la page Afromind sur Instagram. Le frère pendant 5 minutes il t'explique tout ce qui s'est passé, c'est tellement beau, tu vois. Et donc en gros il explique qu'il y a un backfire de la part d'Ibrahim Traoré et de l'État en règle générale burkinabé, et c'est trop beau à voir en fait, tu vois. Et il fait état de la souveraineté aujourd'hui du Burkina qui est respectée. Et c'est tout ce qu'on demande. On n'a jamais dit qu'on voulait tuer des gens, on veut juste être respecté. C'est tout. Pouvoir vivre comme on veut. Pouvoir vivre comme on veut. Prendre des décisions. J'ai vu aussi une vidéo, allez, je terminerai là-dessus, de Sankara, qui expliquait à l'époque, oui, j'ai refusé. Il avait fait du boulot sérieux, lui. Mais bien sûr. En 4 ans. J'ai refusé l'aide alimentaire. La journaliste dit, pourquoi vous avez refusé l'aide alimentaire? Mais je l'ai refusé parce que quand on te nourrit, on te pilote. Si les gens veulent nous aider, qui nous donne qui nous envoie des tracteurs, qui nous envoie des pesticides, qui nous envoie des insecticides. Et là, effectivement, ils nous aident. Mais quand ils envoient des sacs de riz, des sacs de blé, non. Frérot, enfin, c'est tellement beau. Et c'est ça, la vérité. Apprends-nous à pêcher. Nous donne pas du poisson, on veut pas. Point. C'est tout. Point. Tu vois, c'est mon coup de cœur, forcément. Je vais l'adresser au petit enfant qui est en moi. PSG, frérot. Évidemment. Et je dis le petit enfant parce que tu sais aujourd'hui ce que j'en pense de tout ça, mais je dois quand même dire que voilà, ça m'a permis de passer un bon moment avec mon frère, avec mon père, que ça faisait depuis longtemps qu'on l'attendait et que voilà, j'ai pris du plaisir à voir ce PSG enfin gagner.
Même si ça me provoque pas autant de plaisir que ça pouvait me provoquer avant, ça reste une belle étape et voilà. Coup de cœur sur le PSG. Tu penses qu'ils vont en gagner d'autres? Oui, c'est sûr. Vous avez entendu? Enregistré. Quand, je sais pas. Peut-être assez rapidement. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont sur ce qu'ils ont démontré, voyant la moyenne d'âge de l'équipe. Et en plus, ce qui est beau, c'est que en étant au PSG, en vrai de vrai, t'as très peu peur qu'ils soient encouragés à aller ailleurs, parce qu'ils vont aller où? Si c'est pas à la Maison Blanche, ils vont aller où? Aujourd'hui, t'as très peu de clubs qui peuvent s'aligner sur le pouvoir des pétrodollars. Donc, en réalité, il y a moyen que sur ces prochaines années, avec les automatismes qu'a créé cette équipe. Mais après, on sait pas. Enfin, ouais. C'est le sport. Tu vois, il y en a qui comparent, par exemple, tu sais que Papin, il était à l'OM en 93. Je crois que l'OM perd en finale contre le Milan AC. Papin, cette même année, part au Milan AC et l'année d'après, l'OM gagne. Et c'est pareil que Mbappé, cette année, qui est parti la saison d'avant la victoire du PSG. Mais je me dis que la grande différence entre l'OM de l'époque et le PSG d'aujourd'hui, c'est que l'OM de l'époque n'avait pas autant de moyens que le PSG d'aujourd'hui, tu vois. Il y a pas vraiment... t'as toujours le Real Madrid, mais t'as pas vraiment le club qui va donner l'envie ça existe pas. aux joueurs qui est au PSG Paris, de partir, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es à Paris. Donné, voilà quoi. Super. Yup. Merci en tout cas, ouais. C'est à toi de faire la. Merci à toi. Non, mais dans tous les cas, merci à toi, Frangin. On va commencer par ça et merci à vous. Merci à vous parce que en fait, vous nous permettez de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous vous en rendez pas compte parce que vous vous contentez d'appuyer sur play et soit de nous regarder sur YouTube ou de nous écouter. Mais ce que vous nous permettez de vivre, je le disais la dernière fois, c'est d'avoir la possibilité d'avoir de beaux studios. C'est d'avoir la possibilité moi j'appelle ça prêcher la bonne parole autour de l'éducation financière pour les membres de notre communauté, parce qu'il y a des enjeux sur ces prochaines années qui sont déterminants et qu'il nous faut désormais nous réveiller. C'est indispensable. Il nous faut nous réveiller. Donc précisément, le fait que vous nous regardiez, ça nous donne de la force, mais quand vous likez, c'est encore plus fort. Quand vous commentez, c'est encore plus puissant. Mais quand vous vous abonnez, alors là, c'est terminé. Donc, abonnez-vous. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Allez suivre Loïc sur son Instagram. Suivez-moi sur mon Instagram. On va vous annoncer là bientôt. Je vais teaser ça. Nos chaînes YouTube perso vont également se lancer prochainement. Donc, même là-bas, on vous demandera de vous abonner. Quand ça viendra, de toute façon, on l'annoncera et vous saurez. Mais c'est pour vraiment vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Prenez soin de vous, des bénédictions et pour vous et pour vos proches. On vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Yeah. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale, parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travail dur. Travail dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste, avec des codes, avec des schémas, et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial à une souveraineté concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main, ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord
se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses et à l'issue de cette analyse, vous décidez.